Depuis plusieurs années et sans crier gare, l'école républicaine est attaquée dans ses fondements. L'actuel gouvernement n'est pas en reste. Dans le même temps, les enjeux tels l'écologie, la démocratie, les solidarités s'affirment avec urgence dans le débat public. Ils appellent donc à repenser l'école. La France insoumise, avec un collectif de chercheurs et de professionnels de l'éducation, souhaite apporter sa contribution aux nombreux débats sur ce sujet. Parfois anciens, ces débats retrouvent toute leur nécessité et leur urgence à l'aune de la bifurcation de nos sociétés. Maintenant, je vous laisse vous présenter, vous, chacun. Alors donc, Michel Dessau et Jean-Marc Lange, vous présentez. Voilà, à vous la parole. Donc Michel Dessau, donc je suis actuellement proviseur dans un lycée professionnel à Marseille. J'ai un peu voyagé puisque j'étais auparavant, il y a 3 ans, j'étais sur un collège REP+ sur Toulon et j'ai officié jusqu'à 2011 dans la région parisienne. Donc j'ai fait Sarcelles, Mantes-la-Jolie, enfin ouais, toute la région parisienne. Voilà. Jean-Marc Lange, je suis professeur en sciences de l'éducation et de la formation à la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier. Et je travaille fondamentalement à partir de la didactique des sciences du vivant, mais je m'intéresse aux éducations transversales et sociétales à partir de ce point de vue. L'école est-elle le miroir de la société? Quelle mission face aux enjeux actuels? Principes qui sont posés. Celui qui me semble le plus urgent, c'est la question des inégalités ou le contraire de l'égalité. Ça me semble être quelque chose de très important. En même temps, ce miroir, je ne suis pas sûr que l'image soit bonne parce que c'est un miroir, c'est vrai, mais c'est aussi normalement le lieu où on apprend à devenir citoyen. Et donc, il y a une certaine contradiction avec simplement un miroir qui serait renvoyer l'image de la société, ce qui est partiellement vrai, mais ce n'est pas suffisant, c'est interactif. Alors il faut prendre le miroir au sens que donnait Foucault, c'est une hétérotopie, voilà, c'est au-delà d'une utopie, c'est à la fois une réalité, parce qu'on se voit dans un miroir, une certaine forme de réalité, mais en même temps, ce n'est pas non plus la réalité vraie et objective. Donc il y a ce jeu-là, donc il faut vraiment le voir en tension, je pense. Les questions d'éducation, elles sont très complexes et notamment les questions d'égalité. Parce que ce que l'on pense être inégal, finalement, prend pas forcément son essence dans l'éducation nationale elle-même, mais sur d'autres choses. J'ai beaucoup réfléchi à ça, notamment lorsqu'il y a eu le rapport de l'AS sur la grande pauvreté et justement les inégalités liées à cela. Ouais, c'est un peu plus complexe en fait, et c'est pour ça, miroir, c'est pas tout à fait ça. Le miroir reflète l'instantané, mais il y a des choses que l'on traîne depuis fort longtemps et dont on s'en aperçoit plus et pourtant qui sont une grande lourdeur ou des choses qu'on a oubliées comme ce qu'on appelait avant le pionica et qui permettaient effectivement de, 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 d'essayer de combler un peu le trou de ces inégalités sociales. Moi, j'en fais partie. Moi, j'ai fait partie de cet ascenseur social et qu'on a perdu au fur et à mesure et dont personne ne s'est soucié parce que c'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'on a remplacé les MISE par des AED et on sait que quand un AED est à plein temps, il a 41h15 à faire par semaine. Il ne peut pas faire d'études à côté. AED, c'est des éducateurs, des aides éducateurs, mais qui ont des contrats maximum de 6 ans. Donc, ce n'est pas un vrai travail, c'est simplement ce qu'on appelait avant les surveillants, les pions. Mais avant, on avait un statut qui nous permettait justement de pouvoir continuer à suivre des études. C'est-à-dire qu'on avait une paye qui est la même qu'aujourd'hui, à plein temps, mais on faisait à l'époque que 28 heures. Aujourd'hui, ils font 41h15. Donc 28 heures nous permettaient de faire des études. Et donc justement pour les gens qui n'avaient pas forcément les moyens, comme c'était le cas chez moi, ça nous permettait de faire des études. Au jour d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc effectivement, on a creusé des inégalités
le temps a creusé des inégalités. Mais ça vient d'ailleurs, ça vient pas forcément de la structure éducation nationale. C'est des choix qui ont été faits économiques ou des abus. Hein. Moi, j'ai vu ça aussi. C'est parce qu'effectivement, nous, à notre époque, il fallait qu'on justifie de passer des diplômes tous les 3 ans. Et cette notion de contrôle a disparu. Et pour le coup, il y a eu des abus et ça a coûté très cher. Et donc, on a abandonné. Mais je trouve ça dommage parce que pour le coup, voilà, l'inégalité, elle commence là. C'est-à-dire que quand on ne peut pas faire d'études, c'est un peu compliqué après. Quels enjeux pour l'école face aux grands défis actuels? La question des finalités de l'école. Oui. Et moi, j'en vois deux grands types qui sont en tension. Ça va pas de soi. Il y a la question patrimoniale. Et quand je parlais d'inégalité, elle est avant tout culturelle, déjà. Et donc, il y a besoin de transmettre un bagage culturel d'une génération à une autre. Et ça, c'est une des fonctions de l'école. Mais c'est pas suffisant, hein, selon moi. Il faut aussi donner les clés du monde d'aujourd'hui, du monde présent. Et ces clés, on les voit peu finalement dans l'école existante. Si on se pose la question de qu'est-ce qui devrait être enseigné, il y a les deux choses. Il y a un patrimoine. Il faut réussir à sortir chacun de ces stéréotypes de genre, de classe sociale et de groupe. Hein. Et pour ça, c'est la question du bagage culturel. Et ce bagage culturel, il faut l'assumer, il ne faut pas le laisser de côté. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, toute la question, c'est un peu la place que l'on donne à l'un et à l'autre. Et on a parfois l'impression qu'il n'y a plus ni l'un ni l'autre. C'est un peu ça la difficulté, là, quoi. Si on recentre uniquement sur des fondamentaux qui sont conçus, c'est même plus des fondamentaux, c'est vraiment des programmes d'alphabétisation un peu anciens, alors qu'il y a ces deux bagages-là à cultiver. Hein, le bagage culturel et les clés de compréhension du monde d'aujourd'hui avec tous ces défis, et on les vit ne serait-ce qu'au travers de la crise sanitaire. Là, c'est un très bel exemple. Hein, voilà, c'est ça les défis du monde d'aujourd'hui. Mais quelles clés de compréhension en a-t-on? C'est souvent ce que disent les jeunes hein, quand on fait des entretiens avec eux dans nos recherches. C'est aidez-nous à comprendre et aidez-nous à agir dans ce monde. Non pas à nous donner des solutions, hein, mais à comprendre et à agir. Oui, la question est tout à fait nouvelle. Hein. De penser l'école comme un lieu où on apprend aux gens à agir, c'est déjà quelque chose de radicalement, me semble-t-il, je me trompe peut-être. Hein. Je ne suis pas sûr, hein. Dominique, excuse-moi, mais je ne suis pas sûr historiquement. Oui. Historiquement, il y a toujours eu les deux. Alors après, l'action a pu changer dans son expression, hein, mais à l'école élémentaire, par exemple, au 19e siècle, il y avait les enseignements ménagers. C'est une façon d'apprendre à agir. Il y avait au collège l'éducation manuelle et technique. C'est une façon, j'en sais même certains, que ce n'est pas la bonne façon d'agir dans le monde d'aujourd'hui, hein, peut-être. Mais ceci, il y a toujours eu cette tension-là. Après, il y a des périodes dans l'histoire de l'éducation dans lesquelles il y a l'un qui a tendance à mettre l'autre de côté. Et là, je pense qu'on a affaibli le bagage culturel, la question du bagage culturel, mais en même temps, on ne donne pas réellement les clés de compréhension du monde. Je rejoins quelque peu la réflexion qui a été faite. Hein. Alors effectivement, on a toujours un va-et-vient dans l'éducation nationale. Si on regarde un peu la manière dont le système a évolué, changé, s'est modifié, mais on revient sans cesse et on est tiraillé entre le savoir pur et l'élitisme et se tourner vers l'apprentissage et le savoir-faire. Et on le voit, hein, la transformation de la voie professionnelle. Au jour d'aujourd'hui, on retourne vers l'apprentissage.
Et peut-être que demain, on nous dira, bah non, finalement, il faut retourner vers du savoir pur et de l'élitisme. On a eu à un moment donné les SES, les classes techno, les classes. Voilà. Donc, c'est des va-et-vient perpétuels, mais je crois que ça bouge et ça doit aussi bouger en fonction de la société en général et du monde économique. Et c'est peut-être là la plus grande des difficultés, c'est-à-dire que euh, le besoin économique et le besoin de notre système de fonctionnement économique et des entreprises ont une demande auquel on a des difficultés à répondre parce que la mise en place de nous, les formations qui pourraient permettre de répondre à cela, elles mettent du temps à se mettre en place. Donc peut-être que ça serait une des réflexions, comment on peut gagner du temps pour pouvoir répondre très rapidement à ces demandes. En ce moment, n'y a-t-il pas un affaiblissement de l'enseignement de la culture générale au profit d'enseignements techniques spécifiques, notamment en lycée professionnel? Si on lit bien enfin, la manière, enfin, la transformation de la voie professionnelle, la réforme des lycées, ce qu'on a eu sur la réforme des collèges il y a quelques années, non, je ne pense pas qu'on aille dans ce sens-là. On va justement dans quelque chose de plus général. Et notamment, par exemple, on commence à penser enfin famille de métier et pas métier. C'est-à-dire qu'on essaye de voir où regrouper des métiers en fonction des compétences communes et transversales de ces métiers. Sauf que la complexité de ça, c'est que c'est comment on l'explique à nos enseignants et comment on l'explique aux cadres pour qu'ils l'expliquent à leurs enseignants et qu'ils les accompagnent. Et Dominique, tu sais bien quelles difficultés on a à accompagner nos équipes là-dedans. Parce que effectivement, les cadres ne sont pas forcément, ça fait des années que je me bats là-dessus, ne sont pas forcément eux-mêmes formés à accompagner et accompagner le changement. Voilà. Mais Ok. c'est vrai que si on regarde les choses, on va justement, hein, mais c'est la difficulté qu'on a ici, tu l'as vu à Blaise Pascal, c'est que justement dans les lycées pro, les enseignants, jusqu'à maintenant, jusqu'il y a 10 ans, jusqu'à la réforme des lycées professionnels, du bac professionnel, c'était le pro qui primait avant tout. C'est-à-dire qu'on faisait des professionnels. La réforme, il y a 10 ans, des lycées professionnels, du bac professionnel, demande l'inverse. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, et c'est ça qui est compliqué, c'est que maintenant, les matières dites générales commencent à prendre le pas sur les matières professionnelles. Et du coup, en lycée professionnel, les équipes ne comprennent plus. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus qu'on doit avoir voilà, cette idée de socle commun pour l'ensemble des élèves et notamment sur la culture générale et le développement de la culture, etc. Et que finalement, le pro ne reste qu'un outil de travail sur l'orientation du devenir de nos élèves. En lycée professionnel, les enseignants de culture générale regrettent et condamnent la réduction des temps d'enseignement généraux. Qu'en pensez-vous? C'est la manière dont ils l'ont ressenti. En fait, c'est il se passe ce qui s'est passé sur la réforme des collèges. C'est-à-dire que dans une dotation d'établissement, d'heures établissement, on a un volant d'heures qui sont ce qu'on appelle les heures obligatoires. Et on a un volant d'heures qui s'appelle l'autonomie de l'établissement, qui nous sert justement à localement décliner localement ce sur quoi on veut aller. Comme pour le collège, on s'est aperçu que finalement, ces heures, elles ne servaient pas du tout à la pédagogie, c'est-à-dire à apporter un plus pédagogique, mais plus à dédoubler des classes, à réduire le nombre d'élèves par classe. Et du coup, si vous regardez bien dans toutes les réformes qui existent depuis la réforme des collèges, en fait, ce n'est pas qu'on diminue le nombre d'heures, c'est-à-dire qu'on flèche les heures. On leur dit plus, ben voilà, vous avez une autonomie, on leur dit maintenant, vous allez faire, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui, vous allez faire de la co-intervention. D'accord.
Donc Ok. en fait, les heures, elles sont fléchées, elles n'ont pas disparu. C'est simplement qu'elles sont fléchées. Elles sont fléchées chef-d'œuvre, elles sont fléchées co-intervention. D'accord. Pour dire aux gens, si on ne vous le dit pas, finalement, vous ne le faites pas. Donc on va vous dire maintenant un peu comment on peut faire les choses. À l'heure des 2S2C, que penser de l'ouverture de l'école à des professionnels de la culture, du sport, du monde associatif? Quels intérêts, quels risques? Oh, mais c'est comme la question précédente, Oui. on a tout le temps tendance à opposer des choses. Pour moi, il n'y a pas la culture générale et la Mhm. culture professionnelle d'un côté, et la réduction technique que peut-être dans certaines formations professionnelles. On a trop tendance à exclure, à opposer, alors qu'il y a besoin plutôt d'unifier. Et ce que tu poses là, Dominique, par rapport à la place de l'école par rapport à son territoire, ça pose la question de ce que nous on appelle dans notre langage l'éducation formelle et l'éducation non formelle. Ce cloisonnement-là, il me semble obsolète. Il y a besoin de beaucoup plus de porosité. Mais dans le même temps, ouvrir, ça ne veut pas dire rendre identique. Il faut un projet qui soit commun. C'est-à-dire, la question, c'est comment l'éducation formelle et non formelle s'articulent. Et c'est pas dire, voilà, il y aurait ce domaine-là qui relèverait d'éducation formelle et je vais la confier à à des fonctionnaires certifiés pour le faire. Et puis le reste, ça serait du tout venant pour le monde associatif, ou etc. Je pense qu'il ne faut pas le concevoir comme ça, qu'il faut le concevoir en partenariat, mais en même temps, c'est indispensable. Et en même temps, chacun a ses spécificités, c'est-à-dire Tu peux un associatif. Et Tu peux Oui. définir pour nos auditeurs ultérieurs qu'est-ce que tu entends par éducation formelle et éducation non formelle. Ça va aider à la compréhension de ton propos. Oui, on peut dire plus simplement l'éducation scolaire et l'éducation hors l'école, en fait, hein, ce qui est souvent pris en charge par le monde associatif ou différentes formes. Hein. Voilà, et il faut organiser une collaboration, des constructions communes, non pas les opposer. Et le danger, là, ça serait de sous-traiter. Hein, de sous-traiter et de renoncer pour les professionnels de l'éducation à certains pans de la culture. Et là, on retombe dans des enfermements qui sont dangereux à partir de ce moment-là. Ouvrir l'école à son environnement, risque de balkanisation et d'inégalité territoriale? Là, il y a une contradiction hein, qui est à penser et à lever parce que dans le même temps, si l'école délègue à d'autres des pans entiers, on arrive à quelque chose dans lequel ce qui est enseigné, ce qui est déjà largement le cas, devient quelque chose de hors sol qui n'a pas de prise sur une certaine forme de réalité. Donc il y a d'un côté l'école, hein, le monde scolaire, hein, et puis de l'autre, il y aurait des questions de culture là, musicale, etc. Ou sur des questions comme l'environnement, etc. Il y a des très bons professionnels, des très bonnes associations hein, qui sont capables de prendre ça en charge. Mais il y a besoin de réunir et non pas de séparer. Parce que sinon, on va avoir une école avec des éléments très hors sol, très théoriques, très abstraits dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est une autre question, c'est la question de l'abstraction, du théorique et du pratique. Là aussi, il y a besoin de repenser les choses. Mais voilà, donc, ça me fait penser à une époque, il existait le tiers-temps pédagogique, c'est-à-dire en tout cas pour le primaire, hein, mais ça a été jusqu'au collège. Il y avait un tiers pour les fondamentaux, un tiers pour le spécifique, les apprentissages spécifiques, et puis un tiers pour ce qui était, ce qui s'appelait à un moment donné l'éveil, un éveil culturel en fait. Il y avait une certaine forme d'équilibre dans ces trois choses-là. Et le danger, c'est de séparer en deux. Et il y aurait d'un côté des savoirs scolaires qu'il faudrait être capable de restituer,
pour avoir des diplômes, etc., pour qu'on sélectionne les individus. Et de l'autre côté, il y aurait le culturel, etc. Selon moi, ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que, on disait tout à l'heure, hein, justement, c'est la question du bagage culturel et la question des inégalités culturelles. Et à ce moment-là, on va retomber dans les inégalités territoriales, les inégalités familiales. Or, le rôle de l'école, il est justement d'arriver à réduire ces inégalités et non pas à les accentuer. Et donc là, ça sera pire que tout du point de vue des inégalités que l'on voit apparaître dans toutes les enquêtes. En ouvrant l'école à son environnement, comment assurer le respect des valeurs de l'éducation nationale? Si on sous-traite, il n'y a plus de contrôle, entre guillemets, en tout cas, il n'y a plus de garantie sur la question des valeurs, sur la question des idéologies, etc. Or, le projet d'éducation, il doit être réuni. Et donc, il y a besoin de coélaborer et non pas de séparer en sous-traitant. Et là, ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai, parce que on peut avoir dans une association d'éducation à l'environnement, dans une association d'éducation pratique sportive, des valeurs qui seraient en contradiction avec celles qui sont affichées, en tout cas. Et donc là, il y a bien un risque. La séparation est un mauvais processus, et le sous-traiter, c'est un mauvais processus. Et donc, il faut au contraire établir des partenariats. Mais la question des partenariats, elle est compliquée, parce qu'il faut que les gens apprennent à se connaître. Et ce n'est pas souvent le cas, parce que trop souvent, les groupes de ce type-là ont des représentations les uns sur les autres, qui fait que ça a du mal à fonctionner. Mais là, ça renvoie à des questions de formation aussi, mais ce n'était pas le sujet tout de suite. Je rajouterais juste le danger aussi de la sous-traitance, c'est que finalement on se dessaisisse d'un certain nombre de problématiques. Je donne un exemple. Dans beaucoup d'endroits dans l'éducation prioritaire, on a délégué les problèmes d'éducation à des associations. Il y a même des associations qui tiennent des permanences dans les collèges. Alors, se pose la question de la lisibilité, c'est-à-dire que font ces éducateurs dans un collège et qui fait quoi dans un collège, c'est-à-dire qui, voilà. C'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on sous-traite, ça veut dire que les enseignants, le personnel, la vie scolaire ne s'occupent plus de ces questions d'éducation. Et là, ça devient dangereux. C'est un renoncement. Voilà, ça devient dangereux parce que pour le coup, finalement, comment dire, la sensibilité qu'on peut faire gagner à des personnels de l'éducation nationale entre en discutant de certains dossiers d'élèves et en essayant de trouver des solutions ensemble, finalement, on perd ce volant-là et on perd cette sensibilité puisque c'est quelqu'un d'autre qui va le traiter. Et donc, l'enseignant se positionne, j'ai vu ça beaucoup de fois, finalement, plus que comme un diffuseur de savoir. Et donc, de se préoccuper plus de l'entité même de l'élève. C'est-à-dire que l'élève, c'est à la fois un élève, mais un enfant. Et en sous-traitant, on perd cette sensibilité-là, qui est, il me semble, primordiale dans notre cœur de métier qui est l'enseignement. Tout à fait. On découpe l'individu en tranches et on va s'intéresser qu'à une partie de l'individu. Alors que justement, mais c'est une des expériences que j'ai menées à la Marquisane, à Toulon. Justement, l'idée, c'est justement de réunir tous les gens qui tournent autour d'un élève, qu'il soit à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur, pour échanger nos divers points de vue et nos diverses entrées et comprendre que le temps de l'un n'est pas forcément le même temps que l'autre. Alors, j'ai fait ça notamment avec le professeur Delage et on a réuni autour d'élèves des pédopsychiatres, des gens de l'établissement,
donc CPE, AS, infirmière, surveillant, prof, etc. Et on débattait de sujets autour de l'élève. Et ça a permis de comprendre que finalement, je vais vous donner juste un exemple très concret avec un pédopsychiatre avec qui je travaillais disait, mais Monsieur Dessau, finalement, pourquoi le sujet de la phobie scolaire n'est pas une priorité dans les établissements scolaires? Je dis, OK. Alors, je dis, mais alors, je dis, je vais vous expliquer très facilement. C'est que vous êtes un CMP, donc forcément, vous voyez tous les élèves qui ont une phobie scolaire. Donc, ça représente beaucoup pour vous. Si vous ramenez ça à l'ensemble des établissements scolaires, c'est rien. C'est-à-dire qu'il y a des établissements scolaires où il n'y a pas un élève qui a une phobie scolaire. Et exceptionnellement, des fois, on a un élève qui a une phobie scolaire. Mais on ne peut pas monter un protocole pour avoir un élève tous les 3 ou 4 ans qui vit ce genre de choses. Et effectivement, à ce moment-là, la pédopsychiatre a dit, on n'avait pas vu effectivement les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on ne vit pas les mêmes choses et les mêmes temps. Et de partager ce que l'on vit et comment on travaille avec le même sujet, mais de manière différente, est très intéressante pour le coup. Le numérique, qu'en pensez-vous? Les potentialités et les risques. La place et la formation des enseignants. Enfin, les nouvelles technologies, pas que le numérique, hein, on a connu ça avec les cassettes vidéo à une époque. Voilà, moi j'étais référentiste à cette époque-là. Alors, enfin, moi j'ai toujours considéré, et je le dis toujours en formation, tout ça, ça doit rester uniquement un outil. Mais un outil qui doit être transparent. Il faut le rendre transparent à la fois pour les acteurs qui sont les enseignants et les élèves qui sont d'autres acteurs, mais il faut que ce soit un outil transparent. Et c'est ce qu'on a vécu dans cette période de confinement, c'est exactement le fait que on n'est pas habitué ni les uns ni les autres à utiliser cet outil de manière transparente. On en fait un objet de désir, on en fait, parce que vous savez, on se bat pour avoir tous des vidéoprojecteurs dans nos salles, plein d'ordinateurs, parce que c'est la solution miracle, parce que les nouvelles technologies vont forcément nous aider à gérer nos classes et à encore mieux enseigner, ce qui n'est absolument pas vrai du tout. C'est un plus, moi je l'ai toujours vu comme ça. Je l'ai toujours enseigné comme ça, en disant, voilà, c'est un plus, c'est un outil supplémentaire qui peut permettre de mettre en évidence de manière beaucoup plus efficace certains points avec les nouvelles technologies. Mais voilà, ça doit rester qu'un outil. Mais on le dit, hein, puisque je travaille beaucoup avec l'IH2EF à Poitiers, notamment sur les formations à distance. On le dit et on le répète, le distanciel, on ne peut pas avoir de la formation qu'en distanciel. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les formations hybrides à l'IH2EF, parce que c'est nécessaire, le présentiel est nécessaire, le contact est nécessaire et l'échange par contact est nécessaire. Voilà, j'ai fait une formation encore hier avec l'IH2EF sur une nouvelle formation. On était en distanciel. Au moment du débriefing, on s'est dit, voilà, vivement le présentiel d'octobre. Le numérique et le geste professionnel de l'enseignant. Ajustement à l'élève ou standardisation. Le danger il est là, mais on l'a vu avec les cassettes vidéo. À l'époque, bon, moi j'étais formateur de formateurs des nouvelles technologies. Donc, et j'ai vu ça bien souvent. Le travers, c'est qu'à un moment donné, mais on le voit avec les vidéoprojecteurs, à un moment donné, la technique remplace l'enseignant. Volontairement par l'enseignant, par souci de facilité. Hein. Vous savez, c'était tellement facile pour le prof. J'ai vu, moi, des profs d'histoire. Alors, j'en ai rien j'ai rien contre les profs d'histoire, mais c'est une anecdote comme ça. Moi, je suis rentré dans une salle pour. Ouais, j'avais dit aux stagiaires, si vous voulez, vous m'invitez dans votre salle pour que je vous fasse un retour de ce que je vois dans votre salle, etc.
Et de voir que voilà, je mets la cassette vidéo sur, alors, je ne sais plus quelle guerre, et l'heure est passée comme ça. C'est-à-dire que les élèves ont assisté à une séance vidéo, enfin, cassette vidéo. Mhm. Et le travers, c'est ça dans les nouvelles technologies. Ou alors d'aller poser, mais on l'a vu souvent avec les cours de technologie. On pose les élèves devant un ordinateur et puis c'est fini. Donc, ça, voilà, ça, évidemment, ça peut, si on ne se met pas des garde-fous, ça peut effectivement être pervers comme situation. Donc, tu Vous es avez bien dans déjà une pu. question standardisation de l'apprentissage, quoi. Ouais. C'est Mais pour vous ça avez- que c'est pour ça que je milite pour le fait de dire que ça ne doit rester que des outils pédagogiques. Voilà, Et dans c'est ces un outil cas-là, supplémentaire que j'ai. qu'est-ce que ça apporte comme plus-value? Bah, par exemple, moi j'ai coédité un CD-ROM qui s'appelle Parcours d'écoute pour ma classe. Donc, moi, j'étais professeur, j'enseignais l'éducation musicale et chant choral, et effectivement, montrer comment évolue une courbe mélodique visuellement en entendant la musique, ça peut être une plus-value pour un élève. On sait que voilà, des élèves se représentent les choses totalement différemment, et d'amener ça, ça donne un outil supplémentaire à l'enseignant pour amener ses élèves à comprendre ce que c'est qu'une courbe mélodique et suivre une courbe mélodique, par exemple. Mais à contrario, je me rappelle de ma dernière inspection, l'inspectrice était venue en se disant, elle me l'a dit après, mais Michel, je m'attendais à voir un cours fusionner dans tous les sens de nouvelles technologies. Je n'ai pas une seule fois utilisé de nouvelles technologies durant l'heure de cours. Et elle m'a dit, mais pourquoi, comment? Je dis, parce qu'aujourd'hui, ma séance de cours s'y prêtait pas. OK. Jean-Marc, sur ces questions-là, tu continues? Oui, oui, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Michel Dessau, hein, c'est-à-dire ce sont des outils et ça n'a pas plus de valeur que ça. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, à quel moment et pourquoi. C'est pas en soi un plus. Mais bien sûr que le numérique apporte des tas de possibilités qui sont extraordinaires. On peut faire des simulations, on peut faire des modélisations, on peut faire des enquêtes sur Internet, aller chercher des données, aller chercher des informations de façon incroyable avec tous ces outils-là. Mais ça doit être au service d'une finalité. Et si la finalité, c'est l'émancipation, c'est la culture, et on a besoin aussi de culture numérique, à ce moment-là, ça doit être au service de ce projet d'éducation et non pas la réduction du projet d'éducation ou de l'apprentissage à cet outil technique. C'est la même chose que tout à l'heure, hein. La réduction technique, elle est valable partout. Elle est valable en maths, elle est valable sur le sujet sur lequel on discute. En maths, on peut transformer le cours de maths en exercice de maths. Et là, c'est une réduction technique. C'est pas ça les mathématiques. C'est pas des exercices de maths. L'informatique, c'est pas des outils comme Michel le disait. Je mets une cassette vidéo, je mets un film, je mets les élèves en sciences devant une modélisation qu'on n'est peut-être pas vraiment une quand on y réfléchit. En tout cas, et des logiciels qui font des choses. Je m'amuse pendant ce temps-là, mais ça ne veut pas dire que la finalité est atteinte. Et c'est le piège, parce que ça peut paraître sympathique, ludique, plus facile, agréable. Ça fait partie du contexte aussi culturel des enfants et des adolescents et des jeunes aujourd'hui. Donc il y a ce côté, il y a ce plus dans la relation, mais ça n'empêche pas quelle est la finalité de cet apprentissage-là. On n'apprend pas avec simplement sa tête, on apprend aussi avec le corps, on apprend avec le contact, il y a les sens, il y a les émotions, il y a tout ça. Et tout ce qui est numérique a tendance à gommer les émotions, etc. Par exemple, là, on ne se voit pas, on s'entend, mais on ne sait pas exactement. On se met dans une relation
d'enseignement ou de formation. Il y a aussi ce qui se passe dans les yeux, il y a aussi ce qui se passe dans le corps, il y a les gestes, etc. Et apprendre, c'est une globalité. Et ça a tendance à mettre des filtres, à découper, mais en même temps, ça peut être des ouvertures extraordinaires hein, si c'est utilisé sciemment comme outil au service de quelque chose. Et le problème, c'est au service de quoi? Le numérique et le rôle de l'enseignant. Quelle rupture dans la posture de l'enseignant? La place et le rôle de l'enseignant hein, par rapport au savoir, la situation éducative ou de formation, elle est totalement transformée par les gestes professionnels dont tu parlais, mais aussi plus profondément comme statut, les statuts de la personne, hein, c'est-à-dire le statut du professionnel face à des gens qui n'y sont pas. Mais dans le même temps, est-ce qu'il faut à tout prix le regretter? C'est-à-dire, est-ce que c'est la question de l'enseignant détenteur du savoir? Est-ce que c'est encore tenable, ça? Sur beaucoup de sujets sur lesquels je travaille, hein, moi, que ce soit sur l'environnement, la santé, des choses de ce type-là, personne ne maîtrise ces savoirs-là. On l'a bien vu là avec la pandémie. Qui maîtrise? Personne. Et donc, ça change le statut de l'expert, et donc le rapport au savoir et la relation démocratique au savoir. Et donc, il y a besoin de réfléchir à ça, c'est-à-dire quel va être le rôle du professionnel, enseignant, dans ces situations-là. Mais je ne pense pas qu'il faille regretter le statut qu'on ne pourra pas retrouver de toute façon, parce que le savoir lui-même est en train de changer un peu de nature, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Ok. Et il me semble il me semble évident qu'il va, dans l'avenir, nécessairement, il faudra repenser effectivement la position de l'enseignant et la manière, et l'interaction entre l'enseignant et l'élève. Les nouvelles technologies donnent un accès très très rapide au savoir. Mais il n'est pas rare hein, dans les amphis, mais même en classe, que pendant que le cours se déroule, l'élève va aller vérifier ce que dit le prof. Et ça met le prof en danger? Pas forcément. Non, mais quand je dis en danger, c'est-à-dire que après, quand je dis danger, c'est potentiel. C'est-à-dire que un enseignant voilà, qui n'est pas trop sûr de lui et voilà, il va avoir peur que l'élève l'interpelle sur des choses où il n'aura pas forcément la réponse parce que justement, l'idée qu'on se fait de l'enseignant, c'est celui qui sait tout, c'est celui qui sait, etc. Et du coup, s'il ne sait pas, ça le met dans l'inconfort. Et ça le met dans une position de fragilité. C'est pour ça que je disais qu'il va falloir évoluer par rapport à ça et que justement, l'enseignant ne se voit plus comme le seul détenteur du savoir, mais peut-être comme un accompagnateur vers quelque chose. On ne peut pas passer de l'enseignant qui est le détenteur légitime du savoir et qui est l'expert à celui qui serait qu'accompagnateur, voire animateur. Ça ne peut pas être posé en opposition de ce type-là. Il y a des moments où il va être accompagnateur. Les machines dont on parlait là tout de suite, elles peuvent servir à du travail en autonomie, par exemple, ce qui peut libérer du temps pour s'occuper d'enfants en difficulté sur la lecture d'une autre manière, etc. Donc, il peut y avoir un intérêt à cela. Mais être qu'un accompagnateur en permanence, non. Et l'enseignant, il doit savoir changer comme ça de casquette et de fonction. Il est quand même celui qui garantit un certain nombre de choses, les valeurs en particulier, et aussi certains savoirs. Il est celui qui fixe les orientations générales. Il doit savoir quelles sont ses finalités, où il veut aller. Et après, à d'autres moments, il peut être complètement en retrait ou s'occuper partiellement d'un petit groupe, etc. Ça, les outils là, permettent de le faire. Mais le problème, c'est qu'on veut toujours remplacer les mauvaises raisons. Alors là, ça ne peut pas marcher comme ça. Savoir, discipline, projet, comment les articuler pour donner sens? Et la question des disciplines, elle est fondamentale. Mais là encore, trop souvent, le débat, il est réduit à
faut-il ou pas des disciplines et la disparition ou pas des disciplines. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a à la fois besoin des disciplines dans le sens, j'ai besoin de maîtriser des savoirs et des méthodes pour penser le monde, parce que sinon on est incapable de le penser, on est incapable de le nommer. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement formateur, les disciplines. Mais en même temps, tout réduire à des disciplines et réduire tout le temps scolaire à des disciplines, ça devient un enfermement parce qu'on n'est pas capable à ce moment-là de relier les choses entre elles et on n'est pas capable de trouver le sens des savoirs. Alors, les savoirs, pour moi, ils ne sont pas cumulatifs et à restituer. Ça, ce sont des savoirs discursifs, livresques. Voilà. Et après, les jeunes, ils disent, mais ça sert à quoi tout ça? Non, un savoir, ça sert à penser le monde. On l'a bien vu là avec, voilà, si je ne sais pas ce que c'est qu'un virus, je ne comprends pas ce qui se passe parce que je ne vois pas. Si je ne connais pas suffisamment de choses sur le système immunitaire, je ne comprends pas non plus les gestes barrières, etc. Donc les savoirs, ils ont une utilité, c'est de penser le monde et de pouvoir se le représenter. Si on n'a pas ces savoirs-là, on ne peut pas. Mais tout enfermé dans des disciplines qui souvent ont une histoire elles-mêmes et qui sont souvent celles issues du 19e siècle, hein, très souvent, c'est des tas de disciplines qui ne sont pas enseignées, hein, c'est quand même extrêmement enfermant. Et là encore, ce n'est pas l'un ou l'autre. Et donc, ce n'est pas un équilibre, il faut trouver la fonction des choses. Les disciplines, elles servent à ça. Un concept en biologie, il nous aide à penser des choses sur notre santé, sur l'environnement, sur l'écologie, etc. Et si je ne l'ai pas, je ne peux pas penser. Si je peux en penser, ben je suis, voilà, je suis esclave, je subis ce qui se passe. Les questions et les défis de notre société ne peuvent pas éviter des choses. Et après, je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça, mais ça pose la question de l'organisation du temps, hein, du temps scolaire. Et, nous, on parle de contribution des disciplines, mais une contribution de quelque chose, ça ne le réduit pas à cette chose. Il ne faut pas enfermer. Hein, c'est les idées de complexité, de reliance, la pensée systémique, toutes ces choses-là. Mais en même temps, pour relier, il faut avoir des choses à relier. Sinon, voilà. Et donc, on est tout le temps dans cette tension-là, encore une fois, entre il faut des moments disciplinaires et il faut aussi des moments qui soient transversaux. Quelle compréhension et quel intérêt des dispositifs l'éducation a? Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que les éducations A, la plupart du temps, donc le A quelque chose. Hein, le quelque chose, il ne peut pas être enfermé dans une discipline. Si je prends l'éducation à la santé, ce n'est pas qu'une question de biologie. On sait bien, il y a des questions sociales, il y a des questions politiques, il y a des questions de contexte dans lesquels on vit, etc. Donc, la question des santé se pose de façon beaucoup plus complexe qu'une simple question de biologie. Et c'est vrai pour toutes les questions de ce type-là. L'alimentation, ce n'est pas qu'un problème c'est pas la nutrition, l'alimentation. C'est extrêmement réducteur. Donc, si on enferme les éducations dans une discipline, au lieu de la penser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce que cette discipline-là peut apporter à la compréhension de la question de l'alimentation, la question de la santé, ou la question environnementale, etc. C'est ce renversement-là que les éducations A proposent, mais la plupart du temps, d'après ce que... Ça, c'est un peu théorique, là, mais quand on fait des expérimentations, qu'on voit, on suit ce qui se passe dans des établissements, bien souvent, ça se transforme en espèce de projet dans lequel les élèves sont livrés un peu à eux-mêmes, et puis les enseignants disent bah, c'est une question de valeur. Alors, une question de valeur, alors, mais on ne sait pas trop ce que c'est qu'une valeur, on ne sait pas comment ça s'enseigne une valeur. Et donc, ça se transforme en des choses, selon moi, qui ne sont pas inintéressantes, mais qui sont souvent très réductrices et très superficielles. Alors que et les élèves, ils disent mais, moi, je n'ai pas compris ce qu'on cherchait à faire là, parce qu'on ne leur donne pas les outils intellectuels. C'est ça l'idée de contribution.
il y a des moments où il faut, voilà, il faut apprendre des choses, il faut les comprendre. Et à d'autres moments, il faut les mettre en acte, hein. C'est le rapport entre la théorie et l'action, hein, qui souvent ne va pas dans notre façon de concevoir l'éducation et la formation en France, hein. On est resté très sur le schéma, j'apprends la théorie, puis après je la mets en pratique. Comment devrait se traduire l'éducation à l'écologie? C'est un très bon exemple, l'écologie, parce que sur le plan scientifique, académique, enfin je veux dire universitaire, l'écologie, c'est l'opposition entre une écologie des écosystèmes et puis une écologie, la question de l'humain, ces frontières-là n'existent plus. Il y a une vision globale scientifiquement. On prend en compte aussi les interactions, l'intervention de l'humain dans tout ça. Mais en même temps, quand on regarde les programmes actuels, même les nouveaux du lycée, il n'y a pratiquement rien sur l'écologie scientifique. Donc, en même temps, tout le monde en parle, et plus on en parle, en fait, moins il y a de choses là-dessus dans les programmes. Il y a quelques années, en seconde, il y avait des parts entières du programme, c'était presque un tiers de l'année en seconde, pour les SVT qui portaient sur l'écologie scientifique, l'étude des écosystèmes, etc. Là, on ne les retrouve pas, hein, ces contenus. Hein, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si on ne maîtrise pas un certain nombre de méthodes et de concepts, si on ne les comprend pas, on ne peut pas penser les choses. Alors ça se transforme en essence. Alors il y a une essence écologique, mais les gens n'ont pas une réelle compréhension. Enfin, en tout cas, les élèves, ils l'ont pas parce que ce n'est pas abordé dans les programmes, l'idée d'interdépendance, des choses fondamentales, hein, qui sont des principes fondamentaux. Pour éduquer à, faut-il réorganiser le temps scolaire, les programmes? Il faut une souplesse du temps, de l'organisation du temps scolaire, mais là, ça renvoie aussi, selon moi, à une question de formation des enseignants, parce que si vous avez un chef d'établissement, par exemple Michel, s'il décide d'organiser autrement son temps scolaire, les établissements sont autonomes, ils peuvent le faire, hein, en pratique. Ils auraient le droit de le faire aussitôt. Et avoir les batailles de discipline, on a retiré tant d'heures, etc. Comment je vais pouvoir faire mon programme, etc. Au lieu de se dire comment, avec le temps que j'ai et le programme, je vais pouvoir, plutôt, je vais pouvoir faire mon programme au travers d'une autre manière de faire. Et ce n'est pas anti-discipline. Au contraire, hein, c'est peut-être même plus efficace en fait. Alors, moi, je crois beaucoup en ces choses-là, hein. C'est ce que je défends depuis de nombreuses années. Après, ça prend du temps à faire passer ça aux équipes parce qu'elles n'ont pas, évidemment, et se pose le problème effectivement du disciplinaire et du sens que l'on met aux choses. Et je le vois notamment en lycée professionnel, hein, où les élèves ont effectivement du mal à faire le lien des choses. C'est pour ça qu'ils sont en lycée pro ou pas en lycée GT, hein. Et donc, le travail par micro-projet est intéressant. Après, ce n'est pas tant l'organisation du temps scolaire, ça on sait faire, qui pose problème. C'est la mise en synergie des équipes de cela. Et de se dire, vous savez, moi je dis toujours, un enseignant, il a du mal avec le jugement de l'autre. C'est pour ça qu'ils ont du mal à travailler ensemble. La difficulté de travailler ensemble, c'est que quand je travaille avec l'autre, eh bien, je suis sous son regard. Et quand on pense le regard d'eux, puisqu'on est des bons élèves, on est enseignant, c'est parce qu'on a été des bons élèves, le regard d'eux, c'est le regard par rapport à la faute éventuelle que je pourrais faire. Et la faute n'est pas admise. Donc, d'où la difficulté de travailler avec les autres. Et c'est vraiment ça, le nœud du problème, c'est comment je mets les choses et je crée un territoire apprenant. L'idée de création, et moi je me bats depuis des années là-dessus, l'idée, mais c'est dans les textes, hein, le territoire apprenant, c'est dans la loi. Ceci dit, personne ne le comprend.
Moi non plus, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire apprenant? C'est un endroit où on apprend en permanence et chacun apprend de l'autre. C'est ça. Et pour le coup, on se pose des questions en permanence. Mais pour ce faire, il faut reconnaître la légitimité des autres. C'est ça. C'est-à-dire, il faut se connaître, sinon on a des représentations qui vont C'est faire. ça, bien sûr. Il faut se connaître et se reconnaître dans sa légitimité. C'est-à-dire chacun. On en parlait tout à l'heure, hein, entre le monde associatif, il sait faire des choses qu'un enseignant ne sait pas faire, mais l'enseignant, il sait faire des choses que le monde associatif ne sait pas faire. Et il faut savoir ce que chacun apporte. C'est ça qui est compliqué, parce que tout à l'heure, on disait ça aussi. Si l'enseignant, c'est celui qui sait, alors évidemment, si on se met sous le regard des autres, et tout d'un coup, on ne sait pas, alors on se retrouve pris en faute. Donc, c'est désagréable, c'est pénible, et donc, je n'ai pas envie de me mettre en situation en péril. Et donc, à ce moment-là, je vais éviter de faire du travail collectif. Et donc, c'est bien la question du rapport au savoir, du rôle de l'enseignant, de reconnaître la limite de son expertise. Tous, hein, collectivement, on est expert dans chacun, dans des domaines particuliers, mais on n'est pas expert sur tout. Et donc, c'est bien le rapport au savoir là, qui se joue là. Le rapport entre je sais, je ne sais pas, les ignorances, le savoir. Il faut reconnaître les ignorances, il faut reconnaître ses incompétences. On parle beaucoup de compétences, mais on ne parle jamais des incompétences. Et on a tous des domaines de compétences et des domaines d'incompétences. Vous savez, on a connu cette problématique-là sur la mise en place de ce qu'on a appelé l'EIST. L'EIST, en fait, c'est les sciences appliquées. Alors, c'est-à-dire que on a demandé aux profs de physique, de SVT et de technologie, en fait, de n'être plus qu'un. C'est de travailler sur des projets. On n'aura plus 3 disciplines, on n'en aura qu'une, ce sont les sciences appliquées. Et l'idée, c'est d'emmener les élèves vers la culture scientifique. Et évidemment, lever de bouclier, parce qu'on se dit, mais moi, je suis attaché à ma discipline, donc je ne peux pas enseigner la technologie, je ne peux pas enseigner la physique parce que je suis prof de SVT. Et puis, lui, il ne va pas être capable puisque d'enseigner ce que moi, je dois enseigner au départ. Mais au fond de cela, la complexité, ça a été de pouvoir mettre tous ces gens-là autour d'une table et qui conçoivent ensemble et qui partagent ensemble leur propre vision de ce que c'est que la culture scientifique et de l'apport chacun de sa discipline dans la culture scientifique. Et quand moi j'ai mis ça en place en 2011, quand je suis arrivé sur Toulon, les profs au départ ils étaient levés de bouclier, mais non, on n'y arrivera pas, et le temps scolaire, et enfin, j'ai eu tous les… Voilà. Et 3 ans après, ils voulaient étendre ça à toutes les classes. Parce qu'ils m'ont dit, monsieur Dessau, c'est génial. Parce qu'enfant, on ne travaille plus tout seul. Et puis, on partage. Et puis, moi, j'ai appris plein de choses. Et puis, moi, lui, il m'a fait comprendre que ce terme-là, chez lui, représentait autre chose. Voilà, ça a été une occasion de partage, de travail en équipe. Et finalement, la problématique du temps scolaire n'avait plus lieu d'être. C'est-à-dire que comme les enseignants y ont trouvé un intérêt, les histoires de concertation, de paiement de concertation, ça n'avait plus de sens pour eux. Ce qui avait un sens, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on emmène nos élèves vers cette culture scientifique. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on pourrait faire. Et moi, je le vois ici même sur le post-bac, hein, moi sur le BTS photo, au bout d'un moment, j'ai dit, mais arrêtez tout, vous allez travailler par micro-projet. Gouvernance des établissements, projet d'établissement, rôle du chef d'établissement, place des enseignants. Alors le principe général, hein, c'est de se dire que dans un établissement scolaire, finalement, on est tous sur un point d'égalité. Moi, je travaille de manière horizontale, ce qui est compliqué pour les équipes quand j'arrive. C'est encore plus difficile quand je m'en vais, mais on en discutera. Mais pour le coup, moi, je travaille de manière horizontale. C'est-à-dire que je considère qu'on est tous égaux. On a simplement des missions et des champs de compétences différents.
Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout l'intérêt et toute l'efficacité de ce système de fonctionnement, c'est qu'il faut que chacun connaisse le champ de compétences de l'autre. Sinon, on ne peut pas fonctionner. Alors, non seulement le comprenne, mais le respecte. Ça, c'est très important. Donc, je considère que l'expert en mathématiques, c'est un tel. Lui, il est expert en mathématiques et pas moi. Moi, je suis expert en administratif, voilà. Et on respecte chacun ses champs de compétences. Après, ça ne nous empêche pas de nous interroger, justement. Mais pour comprendre ce que fait l'autre, il faut s'interroger. Donc, l'idée, c'est ça. Pour le coup, chacun doit contribuer à. Et donc, on se pose des questions collectives. La question des moyens et du temps, de l'organisation du temps scolaire, par exemple, moi, je la discute de manière collégiale. C'est-à-dire que, par exemple, la répartition des heures de l'établissement, elle est faite de manière collégiale. C'est-à-dire que chacun pose ce qu'on appelle des fiches actions. En disant, voilà, je vais travailler tout seul ou avec un tel ou avec un machin. On va prendre sur tel budget et je vais y faire ça, je vais y travailler telle compétence et voilà comment je vais l'évaluer. Et puis, c'est collectivement, finalement, qu'on fait des choix sur cette part d'autonomie, sur finalement à qui on donne des moyens pour aller travailler sur tel ou tel projet. Et c'est de manière collégiale. Et pour le coup, ça permet que tout le monde sache ce qui va se passer dans l'établissement. Pour aller dans beaucoup d'établissements, vous demandez, vous savez ce que fait votre collègue à côté, ils seront incapables de vous le dire. Je vous le dis, même en pro, dans la même filière, ils sont incapables de savoir ce que fait l'autre dans l'atelier d'à côté. Donc voilà. Ça, c'est la première chose, de savoir ce qui se passe dans cet établissement. Et deuxièmement, de se dire finalement, puisqu'on fait des choix collectifs, c'est qu'on est tous aussi importants. Je peux dire ce que j'ai à dire sur tel ou tel projet et tout cela dans la bienveillance, évidemment. Voilà comment moi je vois les choses. Et pour le coup, mon rôle à moi de chef d'établissement, c'est puisque je ne suis pas évidemment entre guillemets au front, j'ai la capacité de pouvoir voir l'ensemble fonctionner ou dysfonctionner et de pouvoir finalement rapporter aux autres, à la collectivité, ce que je peux voir. Après, ça leur plaît pas, c'est ce que je leur dis. Mon rôle à moi, une de mes missions, c'est de vous renvoyer vers ça. Après, vous en saisissez pas. Mais en tous les cas, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas renvoyé des choses de ce que je pourrais ressentir ou voir. Voilà un peu ce que j'entends, la manière de travailler dans un établissement scolaire. Donc, voilà, c'est une forme de gouvernance. J'aime pas ce mot-là, qui est très fort, mais voilà. Voilà, moi, je vois mon rôle plus dans le partage et l'accompagnement que voilà, dans quelque chose de descendant. D'ailleurs, je m'en suis exprimé fort longtemps au ministère pour ça, mais c'est une autre histoire. Mais voilà, je pense que, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'y travaille, mais ça commence à venir. Mais notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la formation des personnes d'encadrement a changé depuis septembre dernier et on va beaucoup plus dans cette direction-là, de faire des personnels d'encadrement qui sont effectivement dans l'accompagnement et eux-mêmes dans le développement professionnel que dans du descendant. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut que… Tu n'es pas un peu idéaliste là? Non, non, ça avance. Je t'assure que ça avance. Mais j'œuvre à l'IH2EF pour ça. Mais tu sais que le nouveau format, le format de la formation des personnes d'encadrement va dans ce sens-là depuis septembre. Alors après, la complexité, c'est qu'il faut que les gens qui encadrent les formations, ils comprennent tout ça. Donc, c'est autre chose. Donc là, moi, quand je leur parle d'amis critiques, c'est compliqué. C'est un gros mot encore. Donc, mais ça va venir, ça va venir. Non, mais parce que la politique actuelle de faire des chefs d'établissement, des évaluateurs, tu vois, des contrôleurs en chef, etc., elle est quand même dans les tuyaux, là.
Alors non, Non. ce qu'on demande aujourd'hui, enfin ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'auto-évaluation des unités d'enseignement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Justement, dans l'auto-évaluation, ce qu'on demande, c'est que c'est l'ensemble de la collectivité et de la communauté qui doit s'auto-évaluer. Ce n'est pas le chef d'établissement qui va évaluer. Voilà vers où on va et vers où justement donc on a construit tout un module justement dans la nouvelle formation des chefs d'établissement et des inspecteurs sur l'auto-évaluation des unités d'enseignement. Bon. Répondons un peu. On avance petit à petit, mais Non, mais je suis sûr qu'on avance. Je suis sûr qu'on avance. Mais oui, mais ce que décrit Michel, là, c'est superbe, ça, cette gouvernance horizontale. Sauf que je suppose que des Michel Dessau, il n'y en a pas. C'est pas tous les chefs d'établissement qui sont comme ça. Hein. Et donc, ça pose la question de la formation des cadres, là, comme Michel vient de le dire. Mais de l'autre côté, ça pose aussi la question de la formation des enseignants. Parce que là, on parle tout à l'heure de territoire apprenant, on parlait de communauté apprenante, où chacun apprend les uns des autres, hein, c'est ce que tu disais. Mais du coup, il faut des compétences collectives et ça ne s'invente pas ou alors ça se découvre sur le tas. C'est long, à ce moment-là, c'est long, c'est avec des échecs et ce n'est pas réplicable ailleurs, pas transposable. Ou alors on le pose en question de formation, donc des cadres, là, ce dont Michel vient de parler, et il faudrait le poser aussi sur la formation des enseignants. Or, c'est très rare les moments de gestion, de portage collectif de projets dans la formation des enseignants. Ça reste très, très individuel avec des évaluations qui portent sur leurs connaissances et pas forcément sur autre chose ou sur les compétences collectives. Et pour pouvoir mettre en œuvre des choses, il faut avoir été formé pour. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on évoque ça. Il y a vraiment des points aveugles dans la formation si on veut généraliser un processus. Sinon, ça restera marginal, porté par quelqu'un à un endroit, qui crée des dynamiques. Et puis, mais quand cette personne s'en va, ou mute ou part à la retraite, eh bien à ce moment-là, ça n'existe plus. Et pour généraliser quelque chose, il faut faire des efforts de formation. Est-ce que tu parles de points aveugles dans la formation? Tu pourrais préciser oui. quels sont ces points aveugles? Moi, il y en a une belle liste pour ma part, mais pour toi en particulier. Mais il y en a beaucoup, là, si on pose comme ça. Ben, elle reste très disciplinaire. Et donc, il n'y a pas de place pour… à Montpellier, on a cette chance. Hein, on le fait. Il y a des yeux dans la formation des enseignants sur les projets interdisciplinaires dans le second degré. Il y en a aussi dans le premier degré, mais c'est rare dans les instituts de formation. Et donc, la plupart du temps, c'est des formations monodisciplinaires où les étudiants vont être évalués sur ce qu'ils ont appris dans cette discipline. Et puis là, de plus en plus, ça se réduit à français maths en plus. Donc, ça va vraiment pas dans le bon sens. Hein. Mais il faut libérer des espaces dans la formation. On retrouve la même chose en fait hein, que dans les établissements. Si tout est cloisonné en discipline, y compris dans la formation, comment voulez-vous que tout d'un coup les gens sortent de là en disant ouais, on va travailler en collectif et on va faire de l'horizontal. C'est pas ce qu'ils viennent de vivre. Donc il y a peu de raisons que ça se passe tout seul. Et puis si on regarde les enseignants du second degré, ils sont quand même voilà, les concours portent sur uniquement ce qu'ils ont appris au niveau individuel et dans leur discipline. Et tout d'un coup, dans quelques espaces, on leur dit oui, mais il faut dépasser les disciplines et vous mettre à travailler en transversal. Voilà, ça ne s'invente pas, c'est contradictoire. Et donc, en fait, les enseignants ils sont soumis à des injonctions contradictoires en permanence.
Et ça, c'est un vrai problème dans la formation et dans les pratiques. La formation des enseignants, les obstacles, les liens avec la recherche. Il y a déjà la question de la durée. Il faut distinguer formation initiale et formation continue. Oui. Bon, formation continue, je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup, enfin, par rapport à d'autres périodes. Dans l'histoire de l'éducation nationale, il y avait beaucoup plus d'efforts de formation continue, me semble-t-il, mais peut-être que je connais mal cette partie-là. Mais en tout cas, la formation initiale, moi, je pense il faut regarder aussi ce qui se passe dans la majorité des pays développés en particulier. Elle est toujours beaucoup plus longue. C'est-à-dire, au minimum, c'est 3 ans, une formation initiale pour un enseignant. Or, nous, en pratique, parce qu'il y a le concours qui est toujours la mauvaise place, qui réduit en gros à 1 année. Parce qu'en gros, il y a une préparation au concours d'une année et puis après une formation professionnelle d'1 année. Donc, on ne peut pas faire en 1 an ce que d'autres font en 3 ans, voire plus, hein, parfois. Donc, il y a cette question-là, fondamentalement, la durée, et puis la place la place du recrutement, en fait, hein, la place de l'employeur, qui me semble-t-il pas la bonne. Et puis, dans les projets en cours, elle est encore moins à la bonne place. Si c'est au milieu, ça transforme la formation en une préparation au concours. Et alors, dans tous les pays, il y a une formation universitaire, en général 3 ans ou 4 ans, qui est sanctionnée par un diplôme. Et puis l'employeur, après, sous la forme qu'il veut, l'employeur, il recrute après. Donc, ça, je pense que c'est deux obstacles fondamentaux. Du coup, dans le petit cadre, le petit temps qu'il y a, on n'a pas la place en formation initiale de faire les formations dont on vient de parler, c'est-à-dire apprendre à travailler avec d'autres, apprendre à monter des projets, à les réaliser, etc. Soit des mini-projets ou des projets plus importants. Il n'y a pas ce temps-là, donc si bien que petit à petit, ça se réduit à ce que certains appellent les fondamentaux, c'est-à-dire voilà, soit pour le primaire français-maths, et puis pour le second degré, la place de sa discipline. Mais il n'y a pas la place pour les autres, pour travailler sur d'autres choses ou d'autres manières. Mais je pense que c'est les questions fondamentales. Alors moi, je ne connais pas suffisamment la formation initiale des enseignants, hein, mais en tous les cas, pour la formation continue, je ne vais pas parler de l'offre de la formation continue qui est parfois mal appropriée, mais pour avoir été formateur, j'ai toujours parti du principe de ce que j'ai vu, c'est que effectivement, la problématique de la formation continue, c'est que les gens viennent 2-3 jours en stage. Et puis, ils apprennent un tas de trucs, puis ils retournent dans leurs établissements. Et pour le coup, comme ils ne sont plus accompagnés, ils sont perdus, du coup, ils n'utilisent plus. Du coup, bénéfice zéro de la formation. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que nos enseignants, ils ont une formation universitaire. Ce sont des gens au départ qui sont devenus enseignants et qui sont allés vers l'université parce qu'ils aimaient apprendre. Il y a ce goût d'apprendre. C'est simplement qu'en France, on se dit qu'une fois qu'on a un concours ou qu'on a un diplôme, c'est fini. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout. Et du coup, la vie faisant, nos enseignants, au bout d'un moment, ils oublient ce qu'ils ont été et pourquoi ils sont là. Et je dis toujours que un de mes rôles, c'est de réactiver tout cela. C'est de réactiver ce sentiment. Et je le dis quand j'arrive dans un établissement scolaire, je dis voilà, moi, un de mes buts, c'est que vous repreniez du plaisir à enseigner et redécouvrir la matière que vous avez, pour laquelle vous aviez des appétences au départ. Mais c'est aussi pour ça que l'idée, c'est de se dire voilà, je me rappelle quand j'étais universitaire, j'aimais bien apprendre et voilà. Et comment je peux leur faire apprendre, comment je peux leur faire partager. Et d'où l'idée effectivement d'accompagner toutes mes équipes par la recherche. Alors je parle vraiment d'accompagnement, hein, mais Dominique, elle le sait.
pour avoir suivi de mes équipes. Voilà, c'est vraiment l'accompagnement. C'est pas seulement je fais une conférence, je diffuse du savoir et je m'en vais. Voilà. Non, c'est voilà, on va se parler et après, on va interagir ensemble et dans le temps. Et ça, pour autant, c'est quelque chose qui va rester, parce qu'on parle toujours de, voilà, le chef d'établissement, il vient, il part, mais qu'est-ce qui se passe après? Aujourd'hui, je sais que ça reste, puisque je vois ce qui se passe dans mes anciens établissements, et que le processus continue après. Et c'est ça qui est important. D'où l'importance de travailler effectivement sur le développement professionnel et les envoyer vers ça en permanence. Parce que ça, quoi qu'il arrive, ça se poursuivra après. Et c'est quelque chose que ma dernière année dans ce collège, j'aurais dit voilà, écoutez, je vais m'ennuyer. Là, on est allé au bout du bout. Je ne sais plus quoi vous proposer. Donc, soit je vais au golf, ou soit on travaille sur un autre projet. Et je leur ai proposé de travailler sur ce que serait pour eux le collège du 21e siècle. Je dis vous plaignez tout le temps que on ne répond pas au local. Dites-moi ce que serait pour vous le collège du 21e siècle. Et au bout d'un an de travail, avec eux, on est arrivé finalement, j'ai fini par formaliser ce qu'ils ne voulaient surtout pas perdre. Et ce qu'ils ne voulaient surtout pas perdre, c'était cette notion d'apprenance, de territoire apprenant. Et donc, ce qu'on a laissé comme collège du 21e siècle, c'est un collège apprenant. C'était un système de fonctionnement d'un collège apprenant. Parce qu'ils m'ont dit, c'est le laboratoire pédagogique, c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas perdre. Et voilà. Et si on a un laboratoire pédagogique dans tous les établissements de France, je pense qu'on irait de l'avant. Michel, vous parliez de la recherche-action. Oui. Effectivement, parce que la recherche-action, elle peut servir à créer ou à entretenir cette dynamique de créativité et de recherche collective. Et c'est là que les chercheurs retrouvent une place aussi après la formation initiale. L'école face à la question de l'égalité, question de regard, de moyens, de système d'évaluation. Quelle rupture pour une école égalitaire? Moi, je pense que c'est un point de vue, hein. Ce n'est pas une expertise, c'est un point de vue. Mais je pense que dans une première phase, quand on disait que voilà, l'école travaillait, enfin, essayait de mettre en avant l'égalité, c'était en prenant les sujets apprenants, les élèves, comme des entités un peu universelles. Alors, il y avait les savoirs universels d'un côté, forcément rationnels, et puis des élèves universels. Et moi, je crois que c'est ce système-là qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire, on a besoin d'une émancipation, mais on est dans une période où ce sont des sujets, les personnes sont devenues des singularités. Et la question, c'est le contexte global de la société qui donne ça. Et pour l'école au sens large du terme, c'est comment on prend en compte cette singularité pour permettre l'émancipation de l'individu, mais aussi sur le plan collectif. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui est descendant, mais c'est ce que disait aussi Michel tout à l'heure, l'horizontal peut prendre ça en charge. Ce qui est descendant, non. Parce qu'on transforme tout comme un bloc, alors qu'il faut aller au plus près de ce que sont les individus. Et c'est pour moi la voie pour une éducation qui soit réellement égalitaire dans le contexte actuel. Il faut prendre les élèves tels qu'ils sont, partir de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent, de leur contexte social. Et on ne peut pas enseigner de la même manière à des jeunes de banlieue, de centre-ville ou de zone rurale, etc., du nord ou du sud de la France, tout ça. C'est cet aspect uniforme, en fait, qui ne fonctionne plus, selon moi. Enfin, c'est une piste de réflexion, hein, mais je ne suis pas expert de ça, mais en didactique, on va parler de sociodidactique.
la première chose à faire, c'est un diagnostic aussi social sur, je prenais tout à l'heure l'exemple de l'alimentation. On ne va pas transmettre des règles, 5 sortes de fruits et légumes par jour, etc. C'est ce qu'ils voient déjà à la télévision. Voilà, ça ne sert à rien. En fait, ça dépend de votre milieu social, bien sûr. C'est plus facile quand on est dans le sud et dans une famille bourgeoise de manger des fruits et légumes qu'éventuellement ailleurs, etc. Et donc, c'est comment on part de ce que sont les élèves, les enfants, réellement sur le plan de leurs croyances, de leurs connaissances, de leur catégorie sociale ou de leur, en tout cas, de leurs stéréotypes sociaux, etc. Et c'est ce travail-là qui est compliqué à faire parce que il faut des outils et il faut des outils d'évaluation, mais qui ne soient pas des évaluations diagnostiques de départ. Ce pas des évaluations qui cherchent à trier, à sélectionner. C'est pour ça que la question de l'évaluation, elle est fondamentale là-dedans. Il faudrait que chaque équipe éducative ou chaque enseignant connaisse au mieux la réalité sociale des élèves qu'il a en face de lui et sache comment la prendre en compte, ce qui n'est pas forcément simple. On a des exemples, nous, là, dans la région de Montpellier, les enfants du voyage, ils sont très nombreux parfois dans certains secteurs scolaires. Et comment on les prend en compte? Parce qu'on leur parle de choses qui sont complètement très à l'écart de leurs références culturelles, très souvent. Ils sont pas toujours, ils sont pas là toute l'année, ils sont là sur des périodes, etc. Mais c'est vrai même sur des choses, là c'est un peu caricatural, ça, parce que c'est des cas extrêmes. Mais si on reprend l'exemple de l'alimentation, si vous êtes élevé dans une famille un peu écolo, qui fait attention à ce qu'il mange, etc., c'est pas du tout la même chose si vous êtes dans un milieu populaire dans lequel on n'a pas les moyens en fait de se nourrir de cette manière-là. Et donc, il faut partir réellement de ce qu'ils sont, je pense. On a des élèves, là, on fait des travaux en ce moment sur la banlieue parisienne et auprès de lycéens. Et ce qu'ils disent, c'est à la fois très touchant et affligeant. C'est-à-dire ils ont à la fois une image totalement négative de l'endroit où ils vivent. Dans le même temps, ils aiment l'endroit où ils vivent. Donc là, déjà, il y a une contradiction complète. Et puis, leur idéal, c'est la ville d'à côté, c'est les Champs-Élysées, etc. Je parlais en banlieue parisienne. Et ils ont intégré en fait toutes les normes et toutes les caricatures médiatiques de l'endroit où ils vivent. Mais si on ne part pas de ça, on va replaquer une norme qui vient de l'extérieur, on va remettre une couche qui en fait ne fait qu'accroître eh bien leur mal-être, hein, parce que les jeunes actuellement, ils manifestent énormément d'inquiétude, d'angoisse et de mal-être. Voilà, enfin, c'est des pistes de réflexion, hein, mais il n'y a pas de recette magique hein, sur ces choses-là. Alors, cette histoire d'inégalité, d'égalité face à la scolarité, moi, je suis très mal à l'aise par rapport à ça, parce que finalement, au fil du temps et de l'expérience, je m'aperçois qu'on a des solutions. On a des solutions on sait faire. On a vraiment à nos côtés des grands professionnels que sont les enseignants et qui, lorsqu'on sait les accompagner, ils y arrivent. Ils le font et on fait progresser les élèves. Après, ce qui me gêne, c'est que c'est pas tout de savoir-faire. C'est-à-dire que il y a un moment donné où faire réussir un élève, c'est lui promettre quelque chose. Et au jour d'aujourd'hui, je suis mal à l'aise parce que ce que je promets, je ne pourrais pas le tenir. Je m'explique. Je peux faire réussir des élèves. Dans le dernier collège où j'étais, on a fini, après 6 ans là-bas, on a fini par avoir des résultats supérieurs au collège de centre-ville de Toulon, ce qui n'était pas rien. Je suis parti à moins de 60% et je suis monté, d'accord,
avec les enseignants. Sauf qu'après, qu'est-ce que j'en fais de mes élèves? Ah oui, j'en ai envoyé plein. Pour le coup, comme ils étaient compétents, qu'ils avaient tout, ils sont partis au lycée, hein. Mais après le lycée, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que c'est bien de les envoyer le plus haut possible, mais après, si on n'est pas capable d'assurer leur scolarisation et leur permettre d'être scolarisés en post-bac, ça devient compliqué. Parce que faire une école de commerce, ça coûte de l'argent. 1 000 Je suis euros par mois. persuadé que. Ouais, c'est ça, mais donc je ne suis pas persuadé que toutes les familles soient capables de le faire. Ne serait-ce qu'aller à l'université, quand il faut prendre un logement, même universitaire, c'est compliqué. Moi, j'accueille ici 2 formations post-bac. Et je vous assure que mes étudiants, quand on fait les conseils de classe, et évidemment, bah, les profs, bah, pourquoi tu ne travailles pas, etc. Et quand on discute finalement avec eux, à un moment donné, ils finissent par nous dire, mais ouais, mais je ne peux pas travailler le soir. Quand je sors d'ici, je vais travailler. J'ai un boulot à côté. Et forcément, rentrant à 22h, 23h après leur boulot, ils ne peuvent pas travailler. Et ils travaillent le week-end. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des inégalités parce que, très bien, j'envoie des élèves en post-bac, mais après. Et il y en a énormément qui ne peuvent pas poursuivre après. Quand j'étais à Toulon, moi, les parents me disaient, mais moi, je veux qu'il fasse un bac pro pour qu'il aille travailler, mon gamin, parce que je ne pourrais pas financer la fac. Vous voyez, la contradiction, elle est là. On nous demande de faire progresser des élèves. Très bien, moi je le fais. Très bien, on va les faire progresser, on va les emmener jusqu'au bout. Mais après, qu'est-ce qu'on leur propose? Je peux vous assurer que en éducation prédateur, moi je me suis vraiment, à la fin, j'arrêtais de combattre parce que les familles me disaient, mais des excellents élèves. Moi j'avais des élèves qui ils auraient réussi tranquillement sur la voie générale. Ils ont choisi un bac pro, alors ils ont très bien réussi, hein. Mais pourquoi? Ils étaient à 15-16 de moyenne générale. Mais pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas faire de grandes études derrière parce qu'il n'y a pas le financement. Ok. Mais même une bourse. Vous savez, moi, j'ai ma fille aînée, elle a choisi d'être éducatrice jeunes enfants. 3 ans d'études, hein, Oui, oui. post-bac. D'accord? Les écoles, elle a été admise à une école à Paris. Moi, je suis descendu sur la région parisienne. Ben, il a fallu la loger, payer les droits d'inscription. Vous savez combien ça m'a coûté en moyenne sur 3 ans par mois? C'est 1 200 euros. Vous connaissez beaucoup de familles qui sont capables de lâcher 1 200 euros pour un enfant par mois? Moi, j'en connais pas beaucoup. Mais, et c'est la réalité. Et ce n'était pas une grande école, hein. C'est éducateur jeunes enfants. Mais la réalité, c'est ça. Alors oui, je veux bien qu'on mette tout en œuvre pour que les élèves réussissent, qu'on ait une égalité de la scolarité, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on leur propose? Parce que c'est bien, hein. Si on envoie tout le monde dans le supérieur, mais enfin, est-ce qu'ils vont pouvoir? Voilà, pour moi, c'est un leurre. Et j'ai horreur de leurrer les gens. Donc, ouais, je suis vraiment j'ai très mal à l'aise.